Jésus revient bientôt. Nous font croire les évangiles. Mais comment va-t-il arriver? Dans quel pays? Puisque avec des missiles, des pluies de missiles, des bombes un peu partout, des fumées, des maisons qui s'écroulent, on voit mal comment est-ce que le Seigneur pourrait revenir sur terre. Une terre en guerre, une guerre où, bien évidemment, les humains ne s'aiment pas, ou plutôt cherchent à s'anéantir. Une planète Terre, ou bien évidemment le nucléaire. Chacun veut s'en procurer pour soit détruire l'autre, soit le neutraliser, ou alors l'effrayer. Et pendant ce temps, d'aucuns jouent aux gendarmes du monde, tels, bien sûr, le gendarme Donald Trump, le général Donald Trump, le shérif Donald Trump. Après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on nous annonçait la Troisième Guerre mondiale. Ça semble donc ne plus être l'histoire qu'on nous racontait dans des livres, mais ce que nous risquons de vivre. Avec, bien sûr, cette guerre qui a éclaté, avec, bien sûr, une attaque de ce qu'on nous présentait comme la terre promise, la terre sainte, Israël. Israël a donc attaqué l'Iran. Et puis, le grand frère est venu, Donald Trump, pour dire, finissons-en. Et comme d'habitude, on annonce toujours une guerre courte, brève, et une victoire au bout du compte. Mais sauf que de quelques heures, on nous parle des jours, on nous parle peut-être même encore des semaines. Après, ce sera peut-être des mois, voire des années, comme on voit aujourd'hui en Ukraine. Sans entrer dans les détails, qui est mort, qui n'est pas mort, quel est le bilan, avec bien évidemment du côté de l'Iran où on dit l'ayatollah Ali Khamenei serait tantôt mort, tantôt vivant, et en même temps, on voit ce qui est en train de se passer au ciel. Chacun se cache, parce que ça vient de partout. Les représailles. On a donc vu des bombardements déjà partir, que ce soit au Bahreïn, en Irak, un peu partout. Et ça risquerait même peut-être d'arriver en Afrique. Oui, en Afrique. Déjà, on a vu l'intervention de Mohamed VI, le roi du Maroc, qui a commencé à dire qu'il condamnait ces attaques contre des frères arabes. Comment ça va se passer donc là-bas? Du côté de l'Arabie Saoudite, on est un cœur à gauche, le cœur à gauche, le poumon à droite. Bref, le cœur balance. Les alliances se créent entre grandes puissances. Et parmi ces grandes puissances, on a déjà entendu le discours d'Emmanuel Macron, ou plutôt l'intervention d'Emmanuel Macron, qui, bien sûr, annonce déjà qu'il n'abandonnera pas les siens, c'est-à-dire ses partenaires. Et qui sont donc ses partenaires? C'est bien les Américains.
les pays occidentaux. On revoit donc beaucoup de choses se redessiner. Le passé ressurgir. Et si Emmanuel Macron, bien évidemment, entre en guerre, l'Iran et ses partenaires vont aussi agir contre la France, c'est-à-dire contre ses partenaires. Et les partenaires de la France, c'est bien nos comptoirs coloniaux. L'Afrique. Voilà donc comment ça se passe. Aisément. Les autres déclenchent la guerre et nous on perd. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit, quand les requins se battent, ce sont les écrevisses qui ont le dos brisé. Voilà donc où on est en train de s'acheminer. Une guerre où l'Afrique sera perdante. Et pourquoi donc? Lors de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que l'Afrique avait à faire à bas dedans? Mais l'Afrique a mobilisé, ou plutôt la France est venue mobiliser avec ceci et cela. Allez, 200 000 Africains. Combien sont rentrés? On parle de 30 000 morts. Tantôt 20 000 tombes, tantôt 15 000 tombes. Et même ceux qui sont rentrés, alors là, on croyait que, bon, c'était quelque chose qui était arrivé comme ça et que l'erreur n'allait pas se répéter. La deuxième guerre est arrivée. Brum. Encore l'Afrique. En 1940, on était déjà, nous, on était dedans, Napian. On a pris des Africains partout, dans plusieurs pays. Et on avait donné à cela, à chaque fois, un rôle. La chair à canon. Avec un nom. À savoir, les tirailleurs sénégalais. Avant cette guerre, on a vu d'ailleurs beaucoup de chefs d'État africains défiler en France. Pendant que, bien évidemment, Emmanuel Macron semblait ne pas être sur la même longueur d'onde que Donald Trump. Mais une fois de plus, comme dit l'adage, les chiens ont beau se détester, quand arrive le voleur ou l'ennemi, ils s'unissent. Lorsque nous regardons ce qui est donc en train de se passer et les conséquences qui vont en découler, lorsque nous regardons les pertes humaines du passé, avec parfois 15 000 tombes qui sont à peine identifiées, et les autres qui ne sont pas encore identifiés, on peut dénombrer parfois 4 412 sépulcres, nous dit-on, des gens sans nom, qui a été indemnisé
ou presque personne. Préparez-vous donc. Puisque vous verrez vos enfants repartir. Puisque c'est nos pays qui vont souffrir. Regardez la guerre en Ukraine, en Russie. Où est-ce qu'ils viennent recruter actuellement des tirailleurs? C'est chez nous en Afrique. On nous dit vous aurez 5 000 euros. Des jeunes de 20 ans, 18 ans sont recrutés comme ça. On ne sait pas exactement le nombre de morts qu'il y a déjà là-bas. Pourtant, quand ça éclatait, les Africains voulaient même fuir de l'Ukraine ou de ces pays-là. Nos dirigeants n'étaient même pas capables de les aider. Ils étaient là dans leur consulat, dans leurs ambassades, ils croisaient les bras. Et les Africains pleuraient. Ils étaient enfermés comme des animaux, comme des porcs, comme des chèvres, comme des moutons dans des enclos. Ils étaient maltraités. On diffusait ici les vidéos. Nos dirigeants s'en moquaient. Rien ne les touchait. Et par la suite, boum, les denrées alimentaires, tout a augmenté. Oh yo, le blé. C'est là où on découvre que, hein, donc nous là, même le blé, malgré nos terres là, on n'a pas le blé. Donc les beignets qu'on fait là, ça vient de l'Ukraine, ça vient de la Russie, la farine et le blé, tout. Ah! Et boum! Le coût du pétrole, on dit que, ouais, le pétrole a augmenté. Et il y a même eu, maintenant, on dit que non, il n'y a même plus de carburant. Et il y a ceci. Tu dis comment? On dit, parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Tu dis, mais, est-ce qu'on n'est pas producteur de pétrole? On dit, non, 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 non. Tu sais que le pétrole qu'on produit là, après on part pour l'eau, on tamise, après encore, on met les mouchoirs comme ça, après on essaye encore de bien trier. Tu sais que nous on ne connaît pas trop trier ça, donc quand ça revient là dans les bateaux, whoop, ils trouvent la barrière. Et comme il y a les missiles qui sont en train de pleuvoir, allez hop, ça devient trop cher. Donc maintenant on doit contourner. Pour aller passer d'abord par la planète Terre, on doit faire la mer Méditerranée avant d'aller faire la mer Rouge et la mer Noire. Et la mer Noire, on bifurque par la mer Jaune. Et quand on arrive par la mer Bleue, vous voyez donc que vous ne pouvez que payer. C'est vous qui devez payer. Tu dis, mais tout notre pétrole, tout ça là, la misère, le coût de vie, tout est devenu cher. L'huile diamant, tu ne peux pas toucher. Tu dis que c'est comment non, l'huile là. Même l'huile de palme que je vois là. Je dis, hein, les palmiers ne sont pas chez nous. Les palmiers ne sont pas chez nous. Mais comment l'huile de palme devient chère? On dit que c'est la guerre en Ukraine. Tu dis, oui. Donc, imaginez donc maintenant ce qu'il y aura entre, puisque déjà, nos filles qui nourrissaient, nos garçons qui allaient là, à Dubaï. Quand je vois comment il y a les bombardements là-bas, boum, 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 ah! Combien de familles? Quand on voit maintenant que tous les pays pétroliers là sont en guerre, on est mort. Nous, on est mort en guerre. Résultat, les pays africains perdent ainsi leur force vive. Parce que la misère s'installe.
On a vu beaucoup qui, même n'allant pas en guerre, sont actuellement au Canada. D'autres sont prêts à traverser des frontières terribles. Et quand ils vont là-bas, même pour venir en Europe, parce qu'ils disent que chez eux, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, la vie est chère. Ils prennent donc le désert. Là-bas, c'est les tombes. Certains ont la chance d'atteindre le bord de la mer. Au milieu de la mer, l'embarcation se retourne. Ils ne retourneront pas sur terre, mais ils seront avalés par la mer. Leur mère, leur père ne verront guère leurs cadavres. Certains sont bloqués en Tunisie, en Algérie, au Maroc. On est frères. Maintenant, il y a différents frères. Dans la mesure où, hein, toi là, tu as supporté qui? Le Sénégal? Non, non, rentre chez toi. L'autre dit que non, 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 la Tunisie, elle est trop pleine, ce n'est pas pour vous. Non, l'Algérie, ce n'est pas, non, 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 repartez là-bas où vous étiez. C'est interdit ici. Et tout. Tout ça, nos ambassadeurs, nos consulats, dans ces pays-là, se taisent. Actuellement, j'ai vu des familles des femmes, des enfants, pousser des cris d'orfraie dans le désert, en pleine misère, chassés de tous les deux côtés des frontières et qui ont été balancés sur une terre perdue. Des enfants squelettiques, d'autres avec des pieds cassés, sans assistance humanitaire. Qu'est-ce qu'on a fait sur cette terre? Pourtant, dit-on et voit-on, Dieu nous a tout donné. Les matières premières, les richesses minières. Comment nos dirigeants ne parviennent pas à transformer ces jardins d'Éden que Dieu nous a offerts en îlot où tout un chacun peut récolter les fruits? Comment nous, Africains subsahariens, sommes des riens, des vauriens? Puis, avec cette guerre, ce sera encore la haute galère. Pour l'instant, mesdames et messieurs, je vous publie une vidéo de ces Africains perdus dans le désert, abandonnés dans le désert, qui appellent à l'aide. Ils sont Camerounais. Ils sont peut-être Sénégalais. Ils sont peut-être Guinéens. Ils sont peut-être Tchadiens. Bref, ils viennent de tous les coins de l'Afrique subsaharienne.
C'est là où les dirigeants ne savent que dépenser de l'argent, ne savent que donner des matières premières aux étrangers, abandonner les leurs dans la surpauvreté. Reconnaissez-les, les voici. Dans un dénuement total. Et s'il n'y a pas de l'aide, c'est le sable qui deviendra leur tombe. Appel à la détresse, appel à l'aide. Cinquième jour pour certains, et il y a là de nouveaux arrivants qui sont là. Nous sommes là, nous avons été cassés dans les maisons en Tunisie. Ça ne va pas, les Libyens, les Tunisiens nous ont jetés entre la frontière Libye et la frontière tunisienne. Les Libyens nous chassent de qu'on rentre en Tunisie, les Tunisiens nous chassent de rentrer en Libye. Donc on ne sait plus quoi faire. Là, ce sont les blessés. Avant un frère, lui, il ne sait plus, il ne respire même pas. Il est là. Voilà les blessés qui sont là. C'est grave, venez-nous en aide, s'il vous plaît. Venez-nous en aide, pardon. Ça va pas, voilà les femmes, on va les bébés, regardez vous-même. Les bébés dans le désert. On va s'en sortir comment, s'il vous plaît, venez-nous en aide. Les femmes, regardez les femmes, regardez les femmes. Regardez les bébés. On nous a agressés. Pardon, aidez-nous. On ne sait plus quoi faire là. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Aidez-nous, s'il vous plaît. On casse nos pieds, on casse nos têtes, on nous fait. Regardez, nous sommes nombreux, nous sommes à peu près 350 actuellement. Et ils ne font que venir, ils ne font qu'envoyer les gens là. On n'a rien, s'il vous plaît, venez nous en aide. Regardez comment nous sommes nombreux. Pardon, venez nous en aide, pardon. Ça va pas, venez nous en aide. Les ONG, tous les fonds là, aidez-nous s'il vous plaît. Toutes les associations des droits de l'homme, venez nous en aide. Il y a des malades, il y a des bébés qui n'ont pas de soins. Rien. Il y a des morts, déjà, on a enregistré 7 morts déjà. Déjà 7 morts. Voilà, de plusieurs nationalités, il y a 7 morts déjà. Donc, ici, c'est nationalités confondues. Les Ivoiriens, Camerounais, Guinéens, toutes les nationalités, nous sommes là. Ça va pas, regardez vous-même. Nous, on nous agresse, mais on nous prend encore pour nous mettre en prison. Il y en a tous les... Déchirer même les passeports. Déchirer les passeports, casser les téléphones. J'ai maintenant, on a pu avoir certains téléphones. Regardez. Voilà. Ils ont tapé tout le monde. Regardez-vous les frères. Ça va pas. Regardez les frères, les enfants, les gens. Regardez ce qu'on aime. On n'a pas choisi ça. Nous, on est sortis pour se chercher. Nous, on est sortis pour nous chercher dans nos pays. Regardez, il y en a qui ont les passeports. Regardez vous-même. Avec passeport, 4 séjours, tout. C'est là. Avec passeport. Ils n'ont rien à foutre avec. Regardez toujours les femmes. Toujours les femmes. Ils ont violé les femmes même. Ils ont violé les femmes. Même c'était des hommes même. Regardez les femmes. S'il vous plaît, venez nous en aide. On ne sait plus quoi faire là. On n'a pas d'eau à boire, on n'a rien pour manger les enfants. Regardez, lui, son pied est cassé. Regardez vous-même. S'il vous plaît, venez nous en aide. Regardez ce que... Est-ce qu'on mérite ça? Vous aussi. On ne mérite pas ça. Ils nous prennent tout, ils nous ont tout pris. On n'a rien. On a Maxi, c'est un téléphone qui est avec nous ici. Ça va pas, venez nous en aide, s'il vous plaît. Venez nous en aide, pardon. Regardez. Ils ont blessé les femmes, tapé les enfants, prendre tous nos téléphones à argent. Voilà. Regardez les enfants. Regardez. Voilà. Les enfants souffrent ici là. Regardez, on n'a pas à manger. Combien de jours on va suivre? On va suivre pendant combien de temps? Ça ne va pas, aidez-nous. Aidez-nous s'il vous plaît. On appelle la communauté africaine. Aidez-nous s'il vous plaît. Toute la communauté africaine, venez nous en aide. On appelle la communauté. La diaspora. La diaspora. Tout le monde, venez nous en aide. J'ai donc fait mon travail.
Mais combien de chefs d'État pourront intervenir? Comment se peut-il que les pays africains subsahariens, plutôt, dans tous ces pays-là, ont des ambassades? Mais rien n'est fait. Rien, absolument rien n'est fait. Les gars sont abandonnés à eux-mêmes. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de même qui sont abandonnés à eux-mêmes, mais les chefs d'État subsahariens sont des vendeurs d'esclaves. C'est eux qui provoquent ces situations-là. Vous vous rendez compte? Pendant que les autres pays disent que vous ne pouvez pas maltraiter nos ressortissants ainsi. Vous voyez combien de Chinois sont aux États-Unis, sont en Europe. Est-ce que vous entendez, ou même les Indiens, qu'on les expulse par charter? Non. On les respecte. Mais les Africains, dès que il y a un problème, allez, vous allez rentrer. L'immigration a fait ceci et cela. Mais bon, le pétrole, on prend. Mais bon, on ouvre les frontières, il n'y a pas de souci. Oui, envoyez-nous le bois là. Et tout et tout. Non. Nous, on ne connaît pas circulation des personnes et des biens. On veut la circulation des biens, pas la circulation des personnes. La circulation des personnes, c'est uniquement que ça quitte l'Occident et ça rentre en Afrique. On redevient la poubelle. Vous voyez ce qui est en train de se faire actuellement. C'est-à-dire que Donald Trump expulse les gens des États-Unis malgré la protection judiciaire, malgré le fait qu'ils ont lui a demandé l'asile. D'autres même ont obtenu cela. Mais Donald Trump dit, allez, arrêtez ces gens-là, allez, partez avec eux. Et comme l'Afrique est un grand village, ils appellent chaque chef de village, dont le plus grand est Paul Biya, le plus vieux. On lui dit, Paul Biya, tu as vu là? Non. On va t'envoyer les gens là-bas. Oui. C'est Marco Rubio qui l'appelle, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui lui dit, et on n'est même pas au courant de ce qu'ils gagnent, de ce qu'ils ont signé. On lui dit tout simplement qu'on prend tous les bandits du monde, tous les déchets du monde, et on les envoie dans ton pays. Et il accepte calmement. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Quand vous voyez ces individus, ils méprisent leur peuple. C'est eux
qui nous vendent comme des esclaves. C'est eux qui facilitent, qui reviennent avec la traite négrière. On leur donne de l'argent et comme on donnait au chef à l'époque. Et ils prennent, calmement, sans discuter, ils prennent de l'argent. D'autres même ils disent tout simplement que, comme Paul Biya, gardez-moi tout simplement ici et moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais vraiment, je vais vous servir avec loyauté, avec ceci et cela. Le maître va me dire, ok, bon, allez, là je prends, quoi là, tu dis que tu as quoi, le mercure, allez me prendre ça. Il y a quoi là-bas, de l'or, prenez. Vous avez encore quoi là, manganèse, éthylium, ok, c'est bon pour les Américains, c'est pas bon pour les négros là. Tu as encore quoi de bon là-bas? Ah, tu as des terres rares, allez chercher. Tu as encore quoi là-bas? Bon. Vous vous rendez compte? Donald Trump avait millié Paul Biya. Mais c'est Paul Biya, le panafricaniste, qui maltraite aujourd'hui des Africains. Vous avez entendu? Comment est-ce que les Africains viennent de partout? Et on ne sait même pas s'ils sont africains. Ils atterrissent au Cameroun. Ils sont jetés dans des cellules. Ce sont les policiers camerounais qui vont encore les tabasser. Et même les Camerounais qui ont été arrêtés, pas de compassion. Qu'est-ce que vous êtes d'abord parti faire là-bas? Hein? C'est vous qui insultez Paul Biya et le régime partout là-bas. Parce que dès que tu vas à l'extérieur, tu deviens leur ennemi. Mais ils sont contents lorsqu'ils apprennent qu'il y a un beau-ailleurs comme Francis Ngannou. Le gars a creusé le sable à Batié fatigué. Il est allé à Douala, il avait les ampoules. Il a pris le désert. Le gars a traversé la mer jusqu'à ce que, même là-bas on le tabassait. C'est là même où, à force de le tabasser au Maghreb, que le gars a commencé même à se défendre. Il est arrivé ici en France. Il devient champion. Champion du monde. Et c'est là où vous voyez ces ministres-là sortir. Pour venir l'accueillir. Pour venir applaudir. C'est là où il est devenu un bon Camerounais, un bon patriote. Et s'il meurt là, que ce soit un accident ou qu'il ait un problème, ne vous en faites pas. Nos autorités ne penseront plus jamais à lui. Quel est le cas? Par exemple, de Komstieka. Komstieka fait partie des gens qui ont porté haut le flambeau du Cameroun en s'expatriant dans les années 78. Le showbiz est devenu son affaire. À travers toute l'Afrique,
il était applaudi. Pour venir organiser des choses à la gloire de la première dame du palais présidentiel, on sollicitait Komstieka. Pour faire briller la CRTV, on sollicitait Komstieka. Mais Komstieka, n'ayant pas bénéficié de quoi que ce soit au Cameroun, est donc allé s'installer en Côte d'Ivoire. Sa dernière émission datait du 14 février. Il avait créé la chaîne de radio et de télé pour venir employer les gens en disant « J'ai déjà beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire, je viens m'installer dans mon pays, le Cameroun. » C'était des derniers réglages pour venir aider le Cameroun à employer la main-d'œuvre et même la formation. Komstieka est tombé depuis le 16 février. On se serait attendu à ce que le ministre de la Culture fasse au moins un communiqué. On se serait attendu à ce que la première dame, qui publie des balivernes sur sa page Facebook Les Coccinelles, qu'elle puisse adresser au moins les condoléances. Mais plus grave, Komstieka est mort en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire a une ambassade. Et la femme qui est là-bas, est connue sous le nom de Madame Assenonkou. Mon grand frère Assenonkou, il est ici, avec moi à Paris. C'est elle qui est nommée ambassadrice. Donc voilà Assenonkou, qui est un grand Ekambeti, comme on veut nous faire croire. On n'a pas vu l'ambassade du Cameroun à Paris. Cette dame qui se cache sous le nom de Koloko, c'est Madame Assenonkou. Comme danser comme oh yo, binong ya, oh yo, eh kango, oh yo. Komstieka était un gars de Yaoundé, né à Mouakele. Rien n'a été fait. Que ce soit par l'ambassadrice, que ce soit par la communauté camerounaise qui est là-bas. Même son propre confrère, son petit frère, que lui l'avait accueilli, Yves Dembélé. Sur sa page, Yves Dembélé n'a même pas publié la mort de Komstieka. Yves Dembélé était ici, à FM 94. Hein. Il est arrivé là-bas en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui ne va pas avec les Camerounais?
cette test comme ça. Paul Biya nous a injecté ça. Quelle est cette indifférence-là que quelqu'un t'a même présenté ses amis, toi tu les as récoltés. Maintenant tu es en train de nager. Il est mort, voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la RDC qui organise des veillées pour Constieka? Mais Constieka, la RDC ne l'a connu que lors d'un concert de Koffi Olomide en 1998. Regardez comment est-ce que la RDC a adopté Constieka. Un gars Ekambeti de Yaoundé, comme vous voulez dire Ekambeti, moi je connais que c'est un Ewondo. Donc un fan, Betty. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire que les autres, quand quelqu'un tombe, on fait la réunion, on commence à cotiser, on dit on va organiser des obsèques. Regardez la qualité d'obsèques qu'on a offert aux gens qui portaient le sac de Constieka comme les DJ Arafat. Il l'appelait le roi du micro. Il était le roi du showbiz. C'est-à-dire qu'ailleurs, on pleure Constieka. Notre ambassadrice est là. Elle ne fait rien. La communauté Betty est à Abidjan. Ne fait rien. On est dans l'Enganda. Ah, c'est comment non? Il y a l'homme est bien, il y a l'homme est bien là. Et que fais-moi un bon poisson braisé. Et que, gars, est-ce que tu as même appris que Constieka est mort? Ah, on va alors faire comment? Est-ce que lui-même, qu'est-ce qu'il a d'abord fait même pour moi et tout. Donne-moi laisse-moi ça. C'est quelqu'un qui aimait trop se voir là. Il faisait comme ça avec les épaules et tout. Il sait même quoi. Tu crois qu'il était quoi? Il n'était rien. Laissez ça là-bas. Tu dis, hein? En Côte d'Ivoire, c'est là-bas où on a décidé, comme avec la Pyro qui avait dit que pardon, incinérez-moi et jetez mes cendres aux États-Unis. La femme de Constieka est arrivée, c'est une Ivoirienne. Elle a attendu, ne serait-ce qu'un coup de fil, une sorte de condoléance de la part des autorités camerounaises. Et rien. Finalement, elle a dit, personne ne veut de lui. Parce qu'on cherche déjà peut-être à aller vite récupérer les terres. Aller vite récupérer s'il a une terre là en Waikele ou quelque chose, on va vite se partager ça. On ne veut pas de lui. On ne veut pas de lui. Chez lui, à Yaoundé, on voit les Wondo. Un digne fils et Wondo sera inhumé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et vous allez me dire que même le président Aïdjo repose encore au Sénégal.
Après, vous allez accuser qui? Mes frères, mes soeurs. Qui vous a empêché de vous réunir là-bas? De trouver des salles là-bas? D'inviter des artistes là-bas? De sortir chacun 5 000 francs pour construire ça? Parce que ça lave votre propre image. Regardez comment on nous chasse partout. Parce qu'on sait qu'on est bien. Il n'y a pas de solidarité. C'est pour ça qu'on nous chasse. C'est-à-dire que quand tu méprises Constieka, c'est toi qui te mets en danger. Quand tu méprises tes icônes, tu les dénigres dans les bars. Sache que c'est toi qu'on va attraper en route parce que tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de symbole. Tu n'as rien du tout. Tu dis comme un singleton animal comme ça, dans une brousse, toi aussi, quand tu meurs, on t'abandonne. Combien de fois j'ai eu à intervenir, parfois ici, que j'apprends qu'il y a une dépouille qui a été abandonnée quelque part. Vous avez de l'argent pour faire des bêtises, mais pas pour honorer les vôtres. Honorer les vôtres, c'est vous honorer. C'est créer une respectabilité. Et avant de vous attaquer, ils vont reculer. Parce qu'ils vont voir que vous êtes soudés. Or, passer le temps, c'est la même chose. Ici, comme j'ai dit, nous n'avons pas de foyer, nous n'avons rien, on est éparpillés comme ça. La seule chose, je remercie Sa Majesté Ndengue qui m'a appelé aujourd'hui. Je m'arrête là. Juste pour lui dire merci frère parce que tu es revenu sur certaines valeurs. Il ne suffit pas de se lever et de proclamer je suis. Que nous devons faire, nous les écambétis, Nous tous, nous sommes au courant. Depuis le 16, que Constieka est mort, on n'a fait aucune réunion. On n'a fait aucune cotisation. Voilà. Vous vous rendez compte? Paul Biya fait venir, il dit à Trump, fait venir des gens, des bandits chez moi, des gens que je ne connais pas. Ils atterrissent au Cameroun. Il ne peut pas demander qu'on fasse revenir avec les honneurs Constieka. Vous avez vu le scandale avec ces gens qui sont justement au Cameroun. Mais ça va beaucoup plus loin. Parce que le Cameroun est devenu un dépotoir. On vient de découvrir, à travers un témoignage, qu'on a attrapé une homosexuelle aux États-Unis. Elle est marocaine. Comme les autres étrangers, elle est montée dans l'avion pour venir atterrir au Cameroun. Comment Paul Biya pouvait accepter ça? Qu'une Marocaine qui est expulsée des États-Unis, qui fait partie des gens que Paul Biya, selon la loi camerounaise, condamne. Parce que l'homosexualité est condamnable au Cameroun. Les gens font la prison. Mais tu arrives avec elle au Cameroun. Elle n'est pas camerounaise ou île.
les autorités camerounaises se mettent à négocier avec elle. Pendant ce temps, les Camerounais sont en prison. Ils lui disent, est-ce que tu veux rester ici? On va tout offrir. Et ceci et cela. C'est comme tu n'es pas Camerounais qu'on te prend. C'est-à-dire que dans cette histoire-là, et tout, on dit, et dit que non, moi je ne veux pas rester ici parce que j'ai appris que vous n'êtes pas ceci et cela. Ils disent que non, non, non. Nous ici, c'est vraiment, on accepte tout le monde. Donc voilà le Cameroun qui est la réalité. Donald Trump, pendant que le Cameroun dit, nous votons et que les autres pays sont en train de dire que, oh yo, la loi contre ceci, on va durcir, comme on dit au Sénégal. Le Cameroun, lui, il dit, partout on vous chasse, envoyez ça ici. C'est-à-dire que même Donald Trump, c'est un homophobe. Hein? Vous avez vu comment il a renvoyé les gens dans son armée? On ne veut pas ceci et cela, oh, gna, 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 et tout, et tout, et tout. Donc c'est l'accord là que Paul Biya est parti signer avec Trump. Hein? Que le Cameroun maintenant c'est Sodome et Gomorrhe. Envoyez-nous. Envoyez. Ce ne sont pas des Camerounais. Parce que si elle était camerounaise ou s'il était camerounais, on allait dire c'est la terre de ses ancêtres. Mais comment vous pouvez dire que vous partez récupérer des gens ailleurs? Vous laissez les Constieka, vous laissez les vrais Camerounais ailleurs. Vous ne voulez pas qu'ils rentrent au pays. Vous interdisez à ceux-là de revenir. Même leurs cadavres sont interdits. Mais vous partez prendre les gens que vous interdisez dans votre pays selon la loi, puisque Shakiro a fui au Cameroun. Mais vous avez mis Shakiro en prison. Et vous prenez une Marocaine qui est officiellement reconnue comme ça, vous lui dites que ce n'est rien. Que vient tout simplement là, et puis on va voir tout ça. On va te garder. Derrière cette explosion, ou alors ce commerce et ce drôle de troc, où le Cameroun est devenu le dépotoir du monde entier, je vais vous inviter à écouter cette analyse derrière ces expulsions venant de Donald Trump. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, mais surtout d'un sujet qui mérite de la clarté, pas d'écrit. Depuis quelques jours, une affaire circule, celle de Farah, une jeune Marocaine de 21 ans qui affirme avoir fui son pays à cause de violences liées à son orientation sexuelle, avant de demander l'asile aux États-Unis. Jusque-là, rien d'inhabituel dans le monde des migrations. Mais ce qui choque, ce qui interroge, c'est la suite. Selon une enquête publiée par l'Associated Press en ce mois de février 2026, Farah aurait obtenu d'un juge américain une mesure de protection interdisant son renvoi vers le Maroc. Et pourtant, elle aurait été expulsée par les services d'immigration américains, l'ICE, vers un pays tiers, le Cameroun. Un pays où, rappelons-le, les relations homosexuelles sont pénalisées par la loi. Alors forcément, les questions brûlent toutes les lèvres. Pourquoi le Cameroun? Sur quelle base juridique? Et surtout, le Cameroun a-t-il officiellement accepté ce rôle? Restons calmes, restons factuels. D'abord, ce que disent les faits vérifiés. L'Associated Press confirme que des ressortissants non camerounais ont bien été expulsés vers le Cameroun. Des avocats dénoncent une possible faille juridique et Human Rights Watch a récemment alerté sur des expulsions américaines vers ce pays, le Cameroun, et les risques encourus par certains migrants. Donc non, ce n'est pas une rumeur de réseaux sociaux, ce n'est pas une rumeur Facebook. À ce stade, aucun grand accord public du type « le Cameroun devient un pays de relocalisation officielle des États-Unis » n'a été annoncé. Et ça, c'est très important pour rester sérieux. Alors, comment est-ce juridiquement possible? Le droit américain de l'immigration prévoit, dans certains cas, la possibilité d'expulser une personne vers un pays tiers, à condition que ce pays accepte la personne et que les autorités estiment qu'elle ne sera pas persécutée. C'est ce qu'on appelle la logique du pays tiers sûr.
Sur le papier, c'est légal, mais dans la pratique, c'est précisément là que la controverse commence. Parce que plusieurs avocats et ONG affirment que dans certains dossiers récents, ce principe pourrait avoir été appliqué de manière contestable, notamment pour les personnes LGBT. Et c'est exactement ce que soulève l'affaire Farah. Maintenant, parlons franchement du Cameroun. Oui, le Cameroun. Le Cameroun coopère avec les États-Unis sur plusieurs dossiers sécuritaires et migratoires. Oui, des cas documentés montrent que des personnes non camerounaises y ont été envoyées. Mais non, à l'heure actuelle, rien ne prouve publiquement que Yaoundé ait signé un accord massif pour accueillir systématiquement des migrants tiers. Et c'est là que se trouve la zone grise, pas dans les slogans, dans le manque de transparence. Les vraies questions sérieuses, les voici. Quel est le cadre exact entre Washington et Yaoundé? Combien de personnes ont réellement été envoyées? Sur quelle base juridique précise? Et le principe de pays tiers sûr est-il respecté dans tous les cas? Voilà les questions d'un débat mature, pas les raccourcis faciles. Parce que, soyons lucides, dans le monde d'aujourd'hui, les politiques de renvoi vers des pays tiers se multiplient. L'Union européenne avec la Turquie, le Royaume-Uni avec le projet Rwanda, l'Australie dans le Pacifique. Le sujet dépasse largement le Cameroun. Mais, et c'est là que nous devons rester vigilants, chaque pays doit veiller à sa souveraineté, à son image et à ses engagements internationaux. Alors, mes chers abonnés, ce dossier Farah, ce n'est peut-être que la partie visible d'un mécanisme migratoire beaucoup plus large. Un mécanisme légal sur le papier, mais de plus en plus contesté dans la pratique. Et dans ce genre de situation, une démocratie sérieuse ne craint pas les questions, elle y répond. Donc, la vraie question aujourd'hui n'est pas de s'indigner dans le vide, mais de savoir en toute transparence quels accords engagent silencieusement la souveraineté de nos États. Je suis Alice Thiomté, restons curieux, restons vrais. Je vous souhaite une belle journée. Bon, merci. Qu'on poste sur les réseaux sociaux. Oui. Ah, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, on me dit que le Cameroun n'est pas un pays, que le Cameroun ne défend pas ça. Hein? On a dit que non, Farah n'est pas en difficulté au Cameroun parce qu'il semble que l'homosexualité est autorisée. Écoutez. A certainement fait le buzz. La fille du président camerounais Paul Biya a fait son coming out il y a quelques jours en publiant une photo d'elle et de sa petite amie, de quoi susciter de nombreuses réactions dans un pays où l'homosexualité est illégale, passible de 5 ans de prison. Brenda Biya a accordé une interview à un quotidien français dans laquelle elle justifie sa publication sur Instagram. Elle a indiqué qu'elle voudrait que son histoire permette de changer la loi qui pénalise l'homosexualité. Bon, mesdames et messieurs, les autres pays africains, vous allez entendre que ils font venir les usines de transformation. Vous allez entendre que les autres pays africains ont déjà développé le tramway, le métro, qu'ils ont déjà les usines de construction des tomates, qu'ils sont en train de faire installer les usines de montage des véhicules. Vous allez entendre qu'ils ont maintenant acheté des engins pour faire des routes. Vous allez entendre qu'ils ont sollicité, comme le Burkina, qui veut même jusqu'à avoir déjà le nucléaire. Mais voyez notre chef de l'État. Voilà ce que lui va chercher chez Trump. Et voyez sa fille, ce qu'elle va revendiquer pour le peuple camerounais. C'est ça. Elle dit que non, les Camerounais ont besoin vraiment vraiment de l'affaire là. C'est ça qui nous manque. C'est la fille du chef de l'État. Hein, que c'est ça qui nous manque. Et c'est pour ça donc que Donald Trump a dit, puisque ta fille a dit officiellement que cette histoire-là, elle veut que, et que, effectivement,
sa mère, Chantal Biya, a prouvé que c'est une très bonne affaire. Qu'elle est venue nous présenter toutes ses copines. Voilà tout ce que le Cameroun obtient de ses partenaires. Vous avez entendu qu'il y a une nouvelle usine qui va produire des emplois. Ah oui, il y a l'usine de transformation du manioc de Saint-Méléma, Sotramas. Ça n'a pas produit même 1 kilogramme de manioc. Puisque même les machines, les caterpillars, sont restés entassés là-bas. Donc les autres importent les technologies. À part Famon Dongo qui est quand même venu avec l'ordinateur Paul Biya, qui tombait en panne avant l'utilisation de la Chine. Donc les autres importent des vraies choses pour développer leur pays. Voilà ce que Paul Biya trouve de bon pour développer notre pays. À part ça, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est la drogue. Le Cameroun est devenu le centre de transit de toutes les drogues. Vous entendez que le bateau sort de l'Allemagne. Ça fait comment pour se retrouver au Cameroun? On te dit que non, c'est seulement des tonnes et des tonnes et des tonnes. Après, ils vous disent que bon, maintenant, on a saisi ça. Hey, la drogue a disparu. Voilà. C'est le commissaire Oumarou. Le commissaire Oumarou a mangé la drogue. Comment ça? Mbarkangele se lève. Je m'en vais dire aussi. On enlève le commissaire Oumarou. Après, ils vous disent qu'on est en train de brûler la drogue. Ils commencent à creuser la tombe. J'ai dit, depuis quand on enterre la drogue. Donc, ils vous disent qu'on enterre la drogue. Dès que vous tournez le dos, ils reviennent déterrer et ils prennent leur drogue. Ils enterrent la drogue. C'est pour produire quoi? C'est comme c'est comme les caterpillars de Saint-Méléma qui sont en train de produire les arbres là. Ils disent que c'est le commissaire Oumarou. Dites-nous d'abord, la drogue vient d'où? Avant d'arriver entre les mains d'Oumarou. Avant ça, c'était le commissaire Babangida. Le commissaire Babangida, c'est lui qui fait le trafic de drogue. Mais Babangida a voyagé. Non. Il est un homme d'affaires. Non. Il a fait. Non. Comment se peut-il que Babangida, on l'a bien arrêté, on la voit à Konengi. Dès que vous avez tourné le dos, est-ce que vous savez que Babangida est dehors? Le commissaire Babangida, comme vous disiez là, que c'est le chef des narcotrafiquants. Il est dehors depuis. D'ailleurs, quand on est parti avec lui à Konengi, après, lui, il croisait les bras il croisait le pied dans le bureau du régisseur. C'était donc du théâtre. Et vous voyez le danger de ça. Les bateaux de drogue ont donc déjà fait que le même Donald Trump qui envoie les Woubi au Cameroun, les doubles SIM du monde entier, il a dit qu'il ne veut plus voir les bateaux camerounais. Et il y a embargo. Pourquoi? Parce que, après les enquêtes, comme je vous ai dit que, la dernière fois, on vous a dit qu'on a saisi le bateau pour un montant de 50 milliards. Est-ce qu'on vous a donné le nom de quelqu'un? On ne vous a pas donné. Pas
un seul nom de vous et moi. Nous sommes ici. Si vous voulez envoyer même ce téléphone au Cameroun, n'est-ce pas que vous mettez votre adresse? Quel est le transitaire qui peut prendre, qui peut porter une marchandise sans connaître votre nom, votre adresse? Deuxième des choses, quand ça part, n'est-ce pas qu'il y a quelqu'un qui doit prendre cela? La drogue là était destinée à qui? Qui a commandé ça? Le poulpe ouais, vraiment, je remercie les douaniers qui ont fait le travail, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. C'est archi faux. Aucun douanier n'a arrêté quoi que ce soit. Aucun. L'aéroport est sécurisé, je vous avais déjà averti, par l'ami de Ngongo, Iran Moïse. Et c'est ce service-là. On ne sait pas d'où vient la drogue, on ne nous dit pas qui est derrière la drogue, et tout, et tout, et tout. Qui arrive, qui arrête cela? Et pourquoi est-ce qu'on fait le tapage sur ça? Sans donner le nom. Nous, on a donc fait des recherches. Dans nos recherches, on se rend compte que Donald Trump s'est appuyé sur une alerte lancée par la United States Coast Guard. C'est-à-dire que c'est un organisme fédéral américain chargé de la surveillance des côtes maritimes. C'est cet organisme qui dit donc à Donald Trump que les hautes personnalités camerounaises, en commençant par la famille présidentielle, sont impliquées dans le trafic de drogue. C'est pour ça que Biya accepte tout. Donc immédiatement, non seulement Paul Biya accepte tout ce que Donald Trump dit, veut, parce que il sait que c'est son fils qui a été cité. Frank Biya. Et Ngongo profite parce qu'actuellement, il y a un bruit entre Frank Biya, Chantal Biya. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc, il veut régler ça. Et comme d'habitude, vous avez suivi Madeleine Mbutu, qui avait déjà dit que son père avait sacrifié son fils. Quand Frank Biya était aux États-Unis, il n'y va plus. Pourquoi est-ce qu'on avait sacrifié et mis le fils de Mondosé en prison? C'est parce qu'on les avait arrêtés, on avait arrêté Frank Biya avec bien évidemment les stupéfiants. Ça devait faire une honte et du coup, on n'a pas voulu que Frank Biya soit en prison. On a donc sacrifié le fils de Mondosé qui a porté ça sur son dos. Je vous avais déjà dit que Frank avait son réseau au niveau de... Comment là? Il avait son réseau en Côte d'Ivoire, avec bien évidemment celui qu'on appelle là-bas le demi-dieu. Mais à une certaine période, vous avez vu que la drogue transitait beaucoup par la Côte d'Ivoire. Avant de mourir, Ahmed Bakayoko avait eu des contrôles et les États-Unis l'avaient déjà totalement catégorisé et classé
sur la liste rouge par rapport à ces histoires de la drogue. Nous devons donc savoir qu'aujourd'hui, Franck Biya qui se ravitaillait là-bas s'était replié vers le Gabon avec le fils d'Ali Bongo, Noureddine. Noureddine étant parti, lui aussi en prison. Alors il fallait que lui-même, il se replonge. Mais il a utilisé les prête-noms, parmi lesquels un Libanais, du nom de Ibrahim Hayek. Ce Libanais est donc un terrible passeur. La dernière fois, il avait été arrêté au Togo. Mais il n'a pas mis beaucoup de temps en prison. Il a été libéré dans la mesure où il a des bras très longs. Donc c'est lui qui fait ces opérations. C'est pour ça qu'on ne vous donne pas de nom. Le Paul Motazé vient et dit que oh, on a attrapé, bravo, oh, ceci, cela. Nous allons remercier les douaniers. Mais attendez, ça sortait d'où? Ça sortait d'où? Le port est sécurisé. Par port sec et machin, il y a les gendarmes, il y a les policiers. Les aéroports sont sécurisés, même chose. Ça sortait d'où? Comment se fait-il que tous les bateaux du Cameroun aujourd'hui soient toujours porteurs de gros lots de drogue, des sacs et des sacs? Pourquoi vous ne nous dites pas les noms? Et pourquoi vous faites toujours semblant lors des opérations là que oh, on va détruire? Après, on entend qu'un commissaire a déjà volé. Comment un commissaire peut voler une marchandise scellée? Mais même quand on scelle la marchandise, je crois que cela revient au procureur de la République. C'est le procureur qui scelle. Est-ce que vous avez rien vu la police dire que... Mais c'est le procureur. Comment ils font souvent pour ressortir ça et revendre? On dit que non, ça a été revendu à 600 millions, ça fait ceci et cela. Donc vous comprenez que Paul Biya, malgré tous les milliards que ces gens-là volent, ils ternissent encore l'image du Cameroun. Les bateaux du Cameroun, les bateaux battant pavillon camerounais, sont les plus surveillés actuellement de la planète Terre. C'est-à-dire que nous sommes un véritable État voyou. Nous sommes en train de devenir comme Haïti. Que dis-je? Comme le Mexique. Ou peut-être la Colombie. Et comme Paul Biya a donc peur que Donald Trump ne vienne le bombarder. Voilà pourquoi est-ce que, boum, il accepte tout aujourd'hui. Il est prêt à vendre tout le pays. Et en même temps, qu'est-ce qui reste même encore de notre pays? Certains disent que nous sommes souverains. Certains disent que nous avons des terres. Certains disent que nous sommes en train de récupérer ceci et cela. Mais ne vous en faites pas. Il n'y a ni souveraineté, ni indépendance, parce que toutes ces puissances se battent actuellement avec un dernier objectif. Faire main basse sur l'Afrique avec la complicité des dirigeants africains.